Bonjour à tous. Je remercie Laura et le professeur Moussemar de m'avoir permis de participer à cette table ronde. Donc les limites, on en a parlé, d'accord, c'est les difficultés dans nos séries rétrospectives d'avoir des données cohérentes. Donc là, il faut qu'on arrive à faire mieux, d'accord. Donc je pense qu'il faut surtout qu'on fasse appel aux industriels pour qu'ils nous aident à financer nos bases de données et comme ça on y arrivera. Donc finalement avec l'obligation de suivi clinique, je pense que c'est un très bon moyen pour nous de faire des bases de données cohérentes et d'arriver à se structurer un petit peu mieux. Au travers de la table ronde, du coup, moi, je m'étais posé quelques questions, des questions que j'ai pu répondre avec la série, d'autres questions que j'ai essayé de répondre un petit peu différemment aux questions que je m'étais posées. On parlait de la prise en charge du patient de plus de 80 ans. Moi, mon sentiment, c'est que j'en opère beaucoup. Quand je fais de la pathologie dégénérative, du canal lombaire étroit, des recalibrages et tout, j'avais le sentiment d'en faire beaucoup. Et du coup, sur la période 2019-2021, alors qui est un peu biaisée peut-être avec le Covid, j'ai regardé les chirurgies qu'on avait fait à Jean Villard. Et on a fait 3000 chirurgies là, sur les 2 années. La population de 70 à 79 ans, c'était 14%. Et la population de plus de 80 ans, finalement, c'était que 3,7%. Donc finalement, mon sentiment n'est pas si vrai que ça, c'est qu'on n'en fait pas beaucoup. Des longs montages, on en a 8 sur 2 ans, avec des montages supérieurs à 6 vertèbres. Donc c'était pas, voilà. Je pense que cette demande va faire qu'augmenter ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça reste quand même une chirurgie qui est assez confidentielle. Donc après, la question que je m'étais posée, c'est est-ce que ces 3% de patients, est-ce qu'ils sont différents finalement des 70, 60 ans? Est-ce que la population, elle change et on opère une pathologie différente? Donc là, je me suis servi de la base de données SSJ avec un cumul plutôt de 800 patients, 700 patients. Et on a fait très simple, d'accord? C'est qu'on a pris ces fameux scores, les données radiologiques, quelques scores, voilà, quelques données radiologiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les données les plus pertinentes qui vont permettre de classer les patients entre eux, c'est les scores cliniques et les données radio. Ce qu'il faut aussi comprendre sur ce schéma, c'est quand les courbes, donc le SRS 22, là vous voyez l'oswestry, l'indice de lordose lombaire qui évolue inversement au global tilt, donc ça c'est assez logique. Ce qu'il faut comprendre sur ces schémas des plus de 60 ans, d'accord, c'est toute la population des plus de 60 ans, c'est quand les lignes elles sont perpendiculaires, c'est que les choses évaluent de manière indépendante. Donc finalement la relation qui est entre le SRS 22, l'oswestry et les lignes de SVA de global tilt, après 60 ans, elles évoluent de complètement indépendantes. Donc on est incapable de dire sur une radiodonnée l'oswestry de quelqu'un par rapport à sa radio clinique. D'accord ? Ça, c'est vraiment une notion qui est importante à comprendre. On le voit très bien sur ce diagramme. Chaque point est représenté entre les scores de qualité de vie et les radiographies. On voit les patients de 60 ans, les couleurs, c'est les populations d'âge. On a des patients de 80 ans qui sont peu douloureux, très déséquilibrés, des patients, etc. etc. D'accord ? Donc il n'y a pas de corrélation chez le patient de plus de 60 ans. Les relations sont indépendantes, pardon. Quand on regarde la différence entre les patients opérés et non opérés à l'inclusion, par contre, on voit une différence qui a tendance à s'amenuire. C'est-à-dire que les patients de 60-69 ans, ceux qu'on ne va pas opérer, finalement, c'est les gens qui ont peu d'invalidité. Et plus on va avancer dans l'âge, plus il y a des patients douloureux qu'on ne va pas opérer, ce qui semble assez logique. On a parlé des comorbidités, de tout ça, donc les données semblent assez cohérentes avec notre pratique quotidienne. Des fois, des gens de 80 ans vont dire « Ah non, mais j'ai pas envie d'une chirurgie, j'ai plus l'âge pour ça, voilà, et je vais rester comme ça finalement ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Une autre question, on en a parlé tout à l'heure, d'accord, c'était est-ce que la chirurgie de la scoliose peut être une chirurgie préventive ? Alors moi, je rejoins monsieur Roussouli sur le fait qu'à 20 ans, 40 ans, 50 ans, il faut avoir la chirurgie facile quand il commence à être symptomatique, parce qu'après, on a une chirurgie qui est très simple, avec un résultat qui est bon. Après 60 ans, la question est un petit peu différente. C'est-à-dire que la question qu'on va nous poser en consultation, c'est quel est le potentiel évolutif de ma déformation ? Est-ce que je vais mal vieillir avec cette déformation ? Et on voit que c'est les gens qui sont modérément gênés, là c'est des suivis à 10 ans quand même, et ben on voit que les patients ne s'aggravent pas spécialement, d'accord ? Donc ceux pour lequel on n'était pas parti sur la chirurgie initialement, finalement, il s'aggrave globalement peu. C'est sur des moyennes, hein, bien sûr. La seule bémol que je mettrais, c'est la fonction de la charnière lombo-sacrée. C'est-à-dire que si la charnière lombo-sacrée est préservée, on ira peut-être pousser quelqu'un à la chirurgie assez facilement. Si la charnière lombo-sacrée est dégradée, on ira faire une chirurgie difficile. Et du coup, à ce moment-là, on aura plutôt tendance à repousser au moment où ils aient une demande, vu le taux de complications qu'on ait. Est-ce que la prise en charge, par contre, est différente ? On a vu sur la série de la SFCR là, qu'on vient de faire, il y avait beaucoup de fusions courtes et de décompression, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que les fixations pelviennes, il y en a moins, sachant que les données des patients étaient équivalentes en préopératoire.
On a tendance à faire quand même moins de fixation pelvienne, beaucoup plus de gestes localisés et beaucoup moins d'ostéotomie. D'accord ? Donc ça, c'est notre pratique là, sur les 10 dernières années, c'est qu'on reste plus conservateur chez les patients âgés. La difficulté, en fait, elle est là pour moi. C'est-à-dire que là, j'ai 4 radios, 4 ossuestries ou scores qui sont très altérés, 4 déformations rachidiennes et 4 stratégies différentes. Et sur cette radio, je pense que c'est difficile de savoir quelle stratégie on peut proposer pour ces 4 personnes. Et en fait, ça se discute. Donc la radio ne va pas permettre de guider la stratégie. C'est le message que j'avais envie de donner. Il y a d'autres facteurs, d'accord ? C'est que l'analyse dynamique, l'analyse de la marche, est-ce qu'il y a une sarcopénie, un problème musculaire, est-ce qu'il y a une IRM avec une discopathie inflammatoire, une hernie discale ? Et tous ces facteurs vont finalement influencer quelle est la demande du patient et quel est l'objectif que je peux lui proposer. On est obligé d'ouvrir le débat sur la correction. La correction, en fait, il y a un amalgame qui est fait à mon sens. C'est-à-dire que quand on regarde les populations en baseline sur des patients souples non opérés, bien évidemment, la vie est syphosante et les gens, avec l'âge, se penchent en avant. Par contre, en fait, sur le rachis opéré et rigide, le comportement est complètement différent. C'est-à-dire que le potentiel d'économie, le potentiel d'équilibre d'un patient âgé va diminuer. Et au contraire, il faut que plus il est âgé, plus la correction doit être optimale. On l'a bien vu dans nos bases de données, corriger le COB de plus en plus et de mieux en mieux, ça ne change pas les scores de qualité de vie. Plus on augmente l'équilibre global, c'est-à-dire l'harmonie du rachis, je ne parle pas de la lordose lombaire et tout, mais vraiment l'harmonie du rachis, la version pelvienne, mieux le patient ira, d'accord ? Et ça, c'est certain. On pourra ouvrir le débat avec plaisir, c'est-à-dire que le rachis arthrodésé doit être bien fixé. Donc, stratégie thérapeutique 1, discopathie inflammatoire avec une syphose lombaire isolée chez une patiente âgée, sur une lombalgique. Là, je passe vite sur les cas cliniques. Une prise en charge dégénérative paraît adéquate, c'est-à-dire que là, globalement, on va bien l'améliorer. Elle a son gros modiquin, elle a mal au dos. Une fusion courte me semble une bonne option. La stratégie 2, donc là, on a vu sur le profil, finalement, il y a une grosse scoliose, c'est une lombalgique pure. J'ai pas mis d'IRM, pas de scanner, mais globalement, elle a mal au dos, il y a un conflit costo-iliaque. Et probablement sur la lombalgie, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils tiennent, à un moment quand ils décompensent, ils ont mal et après ils ont mal. Globalement, elle est plutôt bien équilibrée de profil. L'amélioration du COB de manière importante, je ne pense pas que ça va forcément lui changer sa qualité de vie. Et finalement, il faut lui diminuer un petit peu son conflit costo-iliaque, mais faire finalement une fixation in situ. Ça donne des bons résultats, d'accord, ou des résultats satisfaisants. L'équilibre, vous voyez, les tiges sont mal galbées et du coup, j'ai une rétroversion pelvienne importante. Mais globalement, le résultat est assez correct et c'est une histoire de masse de fusion. Au-dessus, la colonne thoracique est rigide. À mon sens, il n'y a pas besoin de monter beaucoup plus haut parce que le bloc, il est complètement rigide. Il y aura très peu de chances d'avoir un PJK dans cette situation. Stratégie thérapeutique 3. Finalement, une scoliose oscille, on voit un dyséquilibre coronal. La différence entre cette patiente et la patiente d'avant, c'est que celle-ci, elle est camptocormique à la marche, c'est-à-dire qu'elle marche avec les cannes, le déambulateur. Et du coup, il y a plutôt une stratégie de correction qui va être indispensable. Et là, à mon sens, au contraire, il faut être parfaitement corrigé ou le mieux possible pour éviter les complications. Donc on sera plutôt sur des stratégies correctives d'ostéotomie avec un équilibre coronal, le COP, pareil, il n'y a pas spécialement besoin de le corriger, mais on a besoin de bien corriger le bloc céphalique avec la ceinture scapulaire, avec la partie pelvienne et avec une ostéotomie courte en L5. Et la dernière stratégie, c'est une stratégie un peu plus complexe avec des scolioses très compliquées. Là, on ne va pas lui faire un C2 bassin non plus. Faut s'adapter aux demandes et ce sont des rachis assez rigides et on peut arriver à améliorer les gens sur des trucs un petit peu sélectifs. Donc là, la demande, c'est la tête qui est complètement penchée en avant. Ça avait été bien montré, la distance C2, C7, elle détériore la qualité de vie. Et la demande de la patiente, c'est j'arrive pas à lever ma tête. Et du coup, on peut proposer des chirurgies finalement assez courtes et sélectives pour améliorer la situation. Bien sûr, on ne va pas améliorer la scoliose, mais le fait de diminuer, de s'adapter à la demande et de permettre aux patients de remanger, d'aller mieux, ça fonctionne pas trop mal aussi. Les résultats cliniques de notre série, c'est qu'ils ne sont pas toujours satisfaisants. On a besoin de beaucoup progresser. On voit qu'on a, chez le plus âgé, finalement, le 40 degrés, de 40 points d'ossuestrie, ça semble être aussi un petit plafond de verre parce qu'ils ont des comorbidités, ils ont des difficultés à la marche. Voilà, mais l'ossuestrie, forcément, n'est pas forcément la meilleure valeur. Il faut s'adapter à une demande, essayer d'améliorer la demande du patient. La morbidité, elle est assez comparable avec ce qu'on a vu. Je n'ai pas retrouvé de grosses différences. La morbidité du 60 ans, du 70 ans, du 80 ans est à peu près la même. Après, il y a un facteur à prendre en considération, je ne vais pas évoquer aujourd'hui, parce que ça va être vu après, c'est la gestion de l'ostéoporose, qui, avec les complications, font peut-être un petit peu plus mal. Donc finalement, ma recette, si on veut une chirurgie corrective, c'est de faire des ostéotomies basses, faire des tiges multiples, faire une lubrification pelvienne,
pour équilibrer les apex, l'harmonie du rachis, et ça permettrait de prévenir les problèmes. Je vous remercie.